Ça commence? Ok, salut à tout le monde, bienvenue pour ce live AFS. Aujourd'hui, on est tous les deux avec Bruno. Salut à tous. On va vous parler de notre gamme de mâts AFS qui va sortir, donc qui est déjà en partie sortie, mais qui va sortir prochainement. Pour rappel, on va situer. Ici, on est dans l'entreprise Foil & Co. Donc on est actuellement à l'usine où on fabrique tous nos foils. Foil & Co, ça existe depuis 2016 maintenant. Et ça fait depuis 2016 on est expert dans la fabrication d'hydrofoil en carbone. Donc on développe tout le process de fabrication, que ce soit du design des pièces, la réalisation de nos outillages en aluminium, et puis toute la fabrication de nos pièces donc en carbone préimprégné à l'usine même. Donc Bruno, on ne te présente pas, Si, peut-être qu'il y a des nouveaux venus. Voilà, Bruno André, dans le milieu de la glisse depuis 30 ans maintenant, et une vie dédiée vraiment au développement du matériel dans toutes les disciplines, en suivant les tendances, windsurf, stand-up paddle, et forcément le foil depuis même avant la création de Foil & Co, puisque AFS, juste pour rappeler, c'était déjà du carbone en 2009 en production. Donc AFS, c'est vraiment une histoire de carbone. Tout notre travail, on l'a fait sur le carbone. On a vraiment une expertise sur le carbone qui est vraiment approuvée, quoi. Ouais, c'est clair que là, pour le coup, ça fait partie de notre cœur de métier, tout autant que le développement des produits. On voit beaucoup les produits qui sortent, et on voit un peu moins la partie fabrication et développement de process de fabrication, et qui est bien présent à l'usine. On est une quarantaine, dont une vingtaine tous les jours à l'usine qui fabrique les foils. Mm. Donc on va commencer par présenter notre gamme de mâts. Donc pour 2024, on a splitté notre gamme de mâts en 3. Donc aujourd'hui, on a pris avec nous 3 mâts. Donc c'est tous les deux des mâts de 80. Donc il y a le mât 80 HR, c'est carbone haute résistance. Donc ça va être le mât vraiment pour la polyvalence dans la pratique, la fiabilité du produit aussi. Celui-là, il est décliné qu'en une seule taille, en 80. On aura aussi la gamme AFS au module. Carbone au module. Carbone au module. Donc là, celui-là, on a 80 au module, qui lui va être plus orienté dans la performance et dans la glisse. Et la troisième gamme chez AFS, c'est la gamme Advance. Donc là, on voit, il y a le 80 UHM Advance, donc UHM pour ultra haut module. Donc en fait, on a vraiment la particularité dans ces 3 mâts, en fait, c'est qu'ils sont construits différemment. Les 3 sont en carbone. On est vraiment 100% carbone au niveau d'AFS. Et ce qui va être intéressant au fur et à mesure de la discussion, c'est qu'on va se rendre compte que sur 3 mâts carbone, chaque spécificité de chaque mât va apporter quelque chose en termes d'appui, de rigidité, de performance. Et donc, c'est justement pour ça qu'on est là ce soir, pour vous parler de tout ça, bien vous expliquer le fonctionnement de chaque mât, ce pourquoi il est fait et ce dont vous pouvez avoir besoin. Donc on va faire une petite revue technique sur chaque mât. Donc là, on va commencer par le 80 HR. Donc celui-là, c'est un mât qui va avoir une corde et une épaisseur conséquente. Donc on est à 135 mm de corde. Donc la corde, c'est ici, c'est l'espace entre le bord d'attaque et le bord de fuite. On précise pour les non-initiés, il peut y en avoir. Et en profil, on est sur une épaisseur de 16 mm. Voilà. Donc c'est un mât assez épais, qu'on peut considérer d'assez épais. Et l'épaisseur va en elle-même apporter de la raideur sur le mât. Donc le premier, on peut dire le premier élément de
de ce carbone HR, c'est le carbone, c'est une matière qui est raide, mais l'épaisseur du mât apporte encore cette sensation de raideur, de rigidité. Et également dans ces mâts, on a une âme en mousse qui permet aussi d'alléger énormément le mât tout en conservant des très bonnes propriétés mécaniques en rigidité. Hein. Donc c'est des mousses haute densité. Donc ça permet d'avoir au final un foil full carbone ultra léger comparé à d'autres mâts qui pourraient être beaucoup plus lourds sur des constructions en aluminium. Donc ce mât-là, le 80 HR, sera donc décliné en une seule taille, donc 80 cm. Là, on va passer au carbone HM. Au module. Donc là, en fait, on passe un gap dans les matériaux de construction. Donc pour rappeler la différence. Ah, le fameux problème de son des YouTube Live AFS. C'est moi qui mets sur la table. C'est ça là. Donne-moi le tien. Je pense qu'il y a un petit souci là-dessus. Je mets là, on va pas. Allez, Ok. Désolé pour ce petit... c'est du direct. N'hésitez pas à dire s'il y a s'il y a d'autres problèmes de son. Là, dites-nous si ça marche bien. N'hésitez pas à nous faire un petit retour. C'est bon? Allez. Ça a l'air bon. Allez, on reprend. Donc, on parlait du mât 80 HM. Donc on passe sur une construction avec du carbone au module qui va apporter, de par son module de rigidité plus élevé de la fibre, donc une rigidité plus élevée du mât si on restait sur le même type de section. Donc, en fait, je refais un peu machine arrière. Sur ces types de mâts, on a affiné la corde, on a affiné les profils et pour compenser la perte de rigidité due à la géométrie, on a construit ces mâts-là avec du haut module. Donc c'est également pour pousser un peu plus le cran en performance et en glisse dans ce type de produit. Voilà, pour compléter un petit peu ce que dit Aymeric, qui est plutôt le scientifique entre nous deux, moi je vais être plus dans les sensations sur l'eau. Donc il parle d'une réduction de la corde ici et d'un profil un peu plus fin. Donc tout ça, au niveau, on peut comprendre tout de suite que dans l'eau, ça va offrir moins de résistance, ça va offrir un peu plus de dynamisme, ça va glisser naturellement plus facilement. Et donc forcément, sur un mât qui est, on l'expliquait tout à l'heure, sur le carbone HM, qui est plus épais, l'épaisseur apporte de la raideur. Donc là, comme on commence à jouer avec des mâts beaucoup plus fins, on met du haut module, du carbone haut module, pour quelque part mettre plus de raideur sur un profil plus fin. Ouais, donc c'est vraiment l'esprit en fait de cette gamme de mâts qui est vraiment hyper évolutive. Donc cette gamme au module, elle va être en deux tailles, donc 80 cm et 85 cm. Et donc là, on va parler de la gamme AFS Advance. Donc cette fois-là, on l'a décliné en 4 tailles différentes. Donc il y aura le UHM 75 qui n'est pas encore disponible, le UHM 80, le UHM 85 et le UHM 95. Donc sur ces types de mâts, toujours comme son nom l'indique, UHM c'est pour ultra haut module. Ça va être une fibre qui va avoir encore plus de rigidité de par sa construction. Et donc nous, on va en profiter, on va jouer avec cette fibre pour pouvoir réduire les épaisseurs et réduire les cordes de ces mâts-là. Donc sur ces mâts, on avoisine les 13 mm et 12 mm, ça dépend des tailles de mâts. Chaque mât a vraiment une taille, a vraiment un design différent et optimisé pour les différentes pratiques. Donc là, on voit la corde sur celui-là, il commence vraiment à réduire. C'est la traînée, elle vient forcément de l'épaisseur. On parle beaucoup de l'épaisseur, mais ça vient aussi de la corde. Là, on est sur une corde de 115 mm. Et donc ça va jouer énormément sur la traînée, mais aussi beaucoup sur les sensations sur l'eau et la pratique du mât. On peut juste faire un petit comparatif rapide. On voit bien la différence
qu'on a entre les deux mâts au niveau de la corde. Hein. Ça joue énormément en termes de... On en parlera certainement après hein, au niveau de ce qui se passe sur l'eau, mais on a vraiment des grosses différences. Donc ces 3 mâts, ils sont construits avec notre nouvel accostage FuseLink. Là, on a communiqué hein, récemment dessus, donc ceux qui suivent un petit peu la marque ont remarqué qu'on avait changé du coup ces accostages-là. Donc ça nous permettait de faire des meilleurs designs aussi sur les fuselages, d'améliorer la rigidité. Voilà, on est sur 2 vis M8 pour serrer les fuselages. Donc concrètement, en fait, on fait ce live aussi pour déjà pour vous expliquer les différentes constructions des mâts, pourquoi on a utilisé différentes constructions sur chaque mât. Et en fait, on veut aussi vous expliquer concrètement sur l'eau ce que ça va donner et comment choisir ensuite le mât le plus adapté à sa pratique et à son niveau aussi et à son budget également. Donc c'est vrai que le 80, quand on va parler de rigidité de matériaux, donc entre le carbone HR et le carbone UHM, forcément on va avoir des différences de propriétés mécaniques énormes entre ces 2 fibres. Et ça va également jouer sur le coût de la fibre, le coût de production des pièces, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on a également des différences de prix entre ces mâts. Pour comparer, donc le 80 HR, le prix de vente est à 599 €. Le 80 HM, il est à 999 €. Et donc le 80 UHM est à 1199 €. Donc forcément le prix il est graduel en fonction de la qualité des matériaux et des propriétés qu'elles peuvent offrir. Donc Bruno forcément a beaucoup testé tous ces produits. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différents programmes de chaque mât? On va recommencer par le 80. On va commencer par la base, par le HR. Le HR vers le UHM. Donc forcément, on est sur on peut dire sur un mât entrée de gamme chez AFS qui va être destiné surtout à la facilité, à la tolérance. Hein, donc comme je l'expliquais, on a un mât épais qui est forcément un petit peu plus lent dans toutes ses allures, que ce soit lors des transitions. C'est pas un mât qui va vous emmener sur des accélérations folles, contrairement à un mât UHM. Et par contre, c'est un mât qui va vous apporter énormément d'appui. Alors l'appui il va venir par l'épaisseur, par la raideur et par la corde. Hein, cette corde ici, quand le mât va glisser, il va vous emmener comme sur un rail. Et donc c'est de la stabilité longitudinale, de la stabilité en latérale, c'est de la stabilité lors des transitions. Quand on ne maîtrise pas forcément, on a une courbe en transition lors du jibe ou lors du virement de bord qui va être très stabilisée, très linéaire. Donc ça va tolérer les fautes d'appui avec les jambes par exemple, parce que le mât il va bloquer quelque part toutes les petites fautes d'appui, de talons qu'on pourrait mettre. Il va être beaucoup moins sensible au changement d'appui. Donc ça va être idéal pour les premiers pas en wing ou tout simplement pour naviguer en freeride tranquillement avec beaucoup vraiment une assistance de la part de son mât par rapport à son combo de foil. Donc avec les grandes ailes qu'on a chez nous, type performer, type flyer. Donc c'est vraiment un mât agréable à naviguer, plaisir facile et encore une fois beaucoup de tolérance. Ça va vraiment aider le rider à réussir ses premières transitions ou tout simplement à passer l'après-midi sur l'eau quasiment sans tomber, quoi. Ouais, et puis c'est vraiment un mât où le compromis entre la rigidité et les performances que ce type de profil pouvait apporter a été soigneusement étudié. Hein. On a un mât qui est performant comparé à ses équivalents qu'on pourrait trouver sur le marché en aluminium. Un mât en aluminium sur le marché qui aurait la même raideur, il serait plutôt aux alentours des 18-19 mm. Là, on reste sur un profil de 16 mm qui on aurait non seulement un mât beaucoup plus lourd déjà, c'est-à-dire que sur une autre construction que du carbone comme on le maîtrise, il faudrait quelque chose pour avoir la même raideur, il faudrait quelque chose de très lourd.
Si on fait un autre matériau beaucoup plus léger, on aura de la souplesse et de la torsion. Donc non seulement on a un gain de poids qui est le gain de poids tout de suite pour le décollage, il n'y a pas photo, hein, quand votre foil il fait 2 kg de moins, parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, hein, en termes de raideur équivalente, on est vraiment à 2 voire un peu plus kilos de moins. Eh ben, ça aide clairement à décoller plus vite, parce que plus c'est léger et plus on décolle tôt, que ce soit au niveau du foil, au niveau de la planche, au niveau du rider. C'est aussi simple que ça, hein, c'est physique. Et puis comme la raideur de ce mât le permet, on peut vraiment l'utiliser pour toutes les grandes tailles d'ailes, que ce soit pour le downwind, le dog start. C'est un mât qui va être super raide pour transmettre les efforts parfaitement, donc pour pas perdre en fait entre guillemets, pour pas perdre de l'énergie au pumping quand on est en dog start. C'est ça, on sent que il n'y a rien qui bronche quoi, hein, au niveau du pumping, ou quand on met une très grande aile sur le foil, eh ben, il y a un appui qui est ferme, qui est sain, qui est vraiment palpable. Et après, c'est vrai que tout à l'heure, je disais que ça allait un petit peu moins vite. Maintenant, ce sont des mâts qui restent quand même capables d'atteindre les 25 nœuds sans problème. C'est pas des mâts pour la haute performance. Aujourd'hui, quand on parle de haute performance, on est au-delà de 30 nœuds. Mais c'est des mâts qui restent vraiment performants en glisse, encore une fois, avec beaucoup de tolérance et d'accessibilité. Yes, donc on va passer au... Je fais tomber le micro. C'est du direct. Ça ne sera pas coupé, Brick. Non, bah, le micro il marche toujours, donc heureusement. Donc là on va passer sur le... Juste une question sur le mât. Ouais. Ah. Quel est le pourcentage de carbone Le pourcentage de carbone, alors c'est difficile à dire. Alors il y a, on va dire full carbone, ça va être pour la structure. On a, comme j'ai dit tout à l'heure, on a une âme en mousse haute densité au milieu. Mais j'ai pas exactement en tête le pourcentage de carbone dans ce mât. On est sur des... Si on coupe le mât, si on fait une coupe dans le mât, on est sur des pots qui font environ 2,5 mm d'épaisseur. Donc il y a 2,5 mm de carbone plein chaque côté. Donc ça va être des tissus qui vont être orientés dans toutes les directions du BX, de l'UD. Mais le pourcentage exactement, là je ne pourrais pas répondre. Et dans le HM, c'est pas... Dans le HM? Alors en fait, si on compare sans parler de pourcentage, mais par contre si on compare les trois, comme à chaque fois les épaisseurs elles se réduisent, on va garder les mêmes quantités de peau extérieure en carbone, sauf que comme l'épaisseur elle réduit, ça va être l'âme en mousse au milieu qui elle va réduire, et nous on va conserver les mêmes épaisseurs de peau extérieure. Et par contre, on va les changer. Donc, dans le mât HR, on aura du carbone HR. Dans le haut module, ce sera du haut module, forcément. Et dans l'UHM, ce sera des peaux extérieures en ultra haut module. C'est peut-être un planchiste qui pose cette question, parce que c'est vrai que dans le monde du windsurf, on parlait des mâts, il y avait les mâts, tu avais le même mât qui était disponible en 30% carbone, 60% carbone, 100% carbone. Ah ouais, mais ça c'est parce qu'avant c'était des mâts construits avec donc une mais part peut-être, je me trompe peut-être, mais peut-être que la question vient de là, mais c'est vrai que c'est difficile, on peut pas raisonner de la même façon. Bah, en planche à voile, c'est vrai qu'ils ajustaient la raideur des mâts avec le pourcentage de carbone, mais à côté du carbone il y avait du verre. Ouais. Nous en soi, si on raisonne que en termes de fibres, bah, c'est du 100% carbone. Voilà. Dans tous les cas, c'est du 100% carbone. Voilà. Mais mon côté ingénieur, j'ai du mal à dire que c'est un mât 100% carbone. Je sais qu'il y a une âme au milieu. C'est une âme qui aide à avoir des bonnes propriétés mécaniques tout en allégeant la structure. C'est des âmes haute densité. Hein, donc, non, mais je pense que la réponse est donnée. Tu as bien répondu. Il n'y a que du carbone pour tout ce qui est fibre dans le mât. Dans le mât. Voilà. Donc on était parti sur le 80 HM. Donc tout de suite, hein, ce mât-là, on a, comme je viens de le dire, on a réduit les épaisseurs, on a réduit la corde. Donc pour conserver un niveau de rigidité pour toutes les pratiques et pour tous les niveaux, on est passé sur un cran de carbone supérieur, le haut module. Et donc du coup, c'est un mât qui va vraiment offrir des nouvelles possibilités de glisse, de maniabilité.
Exactement, comme je l'expliquais tout à l'heure, hein, le fait d'avoir réduit et la corde et l'épaisseur, on a quelque chose qui va glisser naturellement dans l'eau, autant en linéaire que dans le mouvement. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure sur le HR avec cette corde assez importante. On était comme sur un rail, limite, quelqu'un qui est très expérimenté. Cette sensation de rail va l'empêcher de casser la courbe sur certains moves, sur la fin du virement de bord où on voudrait. Voilà, celui-ci va ouvrir la corde plus restreinte, va permettre de vraiment être capable de doser son rayon, de pouvoir vraiment casser ses courbes, que ce soit en surf ou dans les transitions. Donc un foil beaucoup plus dynamique, beaucoup plus vivant, un feeling plus léger sous les pieds. Et plus de performance physiquement, puisque voilà, moins de traînées pour les deux raisons que nous avons données tout à l'heure, l'épaisseur et la corde. Voilà, donc sur ces types de mâts, hein, je ne l'avais pas précisé tout à l'heure, donc on est sur des parties extrudées pour toutes les parties qui donc sont constamment dans l'eau, et donc vers le haut du mât, on va avoir une augmentation progressive de la corde et de l'épaisseur pour rigidifier un maximum la partie haute du mât qui est hors de l'eau, et du coup pour pouvoir davantage, en fait c'est un compromis hein, qu'on fait, plus on affine en bas et du coup plus on cherche des moyens de rigidifier, que ce soit par la structure composite ou que ce soit par les parties qui ne sont pas constamment dans l'eau et du coup qui influencent moins sur la glisse. On va passer sur le 85 UHM. Bon, s'il y a peut-être des questions sur le HM. Ok. Là, la comparaison entre le HM et l'UHM va être intéressante justement, parce que je pense que beaucoup vont se poser la question, l'intérêt de l'un par rapport à l'autre, ça va être, ouais. Ça va être alors sur le UHM, ce qui est un tout petit peu plus compliqué, c'est que nos 4 mâts dans la gamme, ils sont designés de manière un peu plus indépendante. Donc on va parler de cordes. Par exemple encore plus réduite sur celui-là, mais qui ne sera pas forcément vrai pour le 95 qui lui est un mât de race, et justement où on voulait garder du contrôle avec la corde. Mais dans ces mâts-là, justement, on a globalement affiné toutes les épaisseurs. Le mât de race, il fait 12,3 mm d'épaisseur, le 95, et réduit les cordes dans les mâts, dans les gammes de mâts, dans les tailles de mâts qui allaient être utilisées pour des pratiques plutôt surf foil, wing foil, freestyle, downwind. Donc ça va être les tailles de mâts entre 75 et 85 où on a des cordes plus réduites. Donc là c'est toujours dans la même optique de pouvoir booster ses performances et que ce soit en glisse, en maniabilité, et là vraiment d'avoir un mât qui va vous offrir toutes les possibilités possibles et imaginables de courbes. On voit bien Chypri dans ses courbes, il arrive à avoir autant de contrôle à haute vitesse que sur des petites vagues où il va être hyper incisif dans le surf de ces vagues. Bruno, toi, tu as pas mal testé ces mâts-là, hein, mais dans beaucoup de conditions différentes, hein, que ce soit sur des petites planches, des grosses planches. Tu as bien résumé la chose. Donc, sur cette gamme Advance, on est vraiment sur la performance ultime. C'est pour ça que chaque mât a été dessiné, comme Émeric l'a précisé, hein, pour une discipline particulière, avec une possibilité de s'adapter. Hein. C'est là où on peut parler tout de suite de la différence. Le HM va être un mât plus tolérant, un peu plus souple, qui va être capable d'aller un petit peu partout. Le Advance, il est vraiment dédié à la performance ultime. Donc, faut savoir que plus on progresse dans le sport, plus le rider il accumule les heures de vol et plus il est sensible aux sensations, au glide, à la vitesse absolue. Il veut toujours plus de dynamisme, mais il faut quand même être conscient que quelque chose qui est vraiment ultime dans la performance peut devenir technique pour quelqu'un qui n'a pas l'expérience d'un rider qui pratique depuis soit beaucoup plus qu'un autre ou depuis plus longtemps qu'un autre. Donc c'est là où le HM va apporter son côté positif avec cette tolérance
et cette capacité à s'adapter. Le Advance, donc ben voilà, on est vraiment sur des mâts ultra fins, ça se ressent tout de suite au take-off. Au niveau de la glisse, c'est très léger. Donc le rider qui techniquement s'est bien démarré, il va sentir cette différence de glisse très légère, alors qu'un rider débutant ou en phase de commencement, il va apprécier ce que j'expliquais tout à l'heure, l'appui, il va pouvoir se reposer sur le HR qui va lui offrir un très bon appui, un peu plus lourd, mais sur lequel il va pouvoir se reposer. C'est vraiment important les 3 mâts ici, ils ont leur rôle, et ça c'est super important de le préciser quand même. On parlait donc le 75 qui est le plus petit, avec lequel j'ai beaucoup navigué dernièrement, qui est sensationnel d'un point de vue ben voilà, au niveau feeling, au niveau glisse, au niveau réactivité, en downwind notamment. Ben voilà, c'est un mât qui est rapide, qui étonnamment fonctionne donc grâce à sa construction en ultra haut module. Ça passe aussi bien avec les plus petites ailes performantes qu'avec les grandes ailes. Je l'ai essayé dernièrement avec le prochain Flyer 7 1800 et ça restait compatible et ça apportait du boost. Clairement, voilà, ce sont des mâts qui apportent cette gamme Advance, c'est une gamme de mâts qui apporte du boost en plus, quelle que soit la discipline. Et à l'opposé, on a le UHM 95 qui est destiné à la race. Donc sur tous les mâts UHM 75, 80, 85, on est avec un rake à 0 degré. Il faut savoir que sur celui de race, on a un rake positif. Ouais. Voilà. Parce que destiné aux hautes vitesses. Emmerich a gagné la Speed Week à Weymouth cette année. On avait fait 1 et 2 l'année dernière ensemble. C'est des mâts très rapides et la grande vitesse nécessite ce rake positif pour pouvoir accepter ces très grandes vitesses. Et puis entre les deux, ben, on a le 80 et le 85 qui sont les mâts polyvalents un petit peu pour tout faire, qui peuvent aussi bien, on peut faire du downwind avec un mât de 85. C'est idéalement mieux en 80 et encore mieux en 75 pour des raisons évidentes ben voilà, il y a moins de traînées, il y a moins de bras en profondeur sous l'eau mais par contre ben voilà, ils vont être plus efficaces avec des grandes wings par exemple ou en free race. Donc on a les 2 mâts du milieu qui sont vraiment ouverts sur les 2 horizons et puis on a l'extrême race et l'extrême surf downwind. Si on résume, donc on a un mât de race qui fait 95 donc c'est un mât assez grand dans les pratiques du wingfoil. Qui est vraiment dédié pour la vitesse, la course en wing. Après, on a des tailles de 85 disponibles en UHM 85 ou HM 85. Ça va être plutôt une taille, ça va être la taille la plus polyvalente pour faire du wingfoil. Si vous pratiquez, on va dire 70% wingfoil et 30% que ce soit surffoil, downwind ou du dog start, bah, ce sera quand même mat 85 qu'il vous faudra. Le mat 80, c'est plutôt pour quelqu'un qui va naviguer 50% du temps en wingfoil, qui va également faire beaucoup de surffoil 50% du temps. Donc c'est vraiment une taille dédiée surtout pour le carding, le surffoil. Et 75, ça va être une taille qui va être vraiment spécifique. Donc toujours au surffoil, 75 ça passe bien pour tous les moments où les vagues sont assez proches du bord, où il y a un peu moins de fond. Mais surtout, ça va être un mât qu'on va dédier pas mal à la race en downwind. Donc un mât avec très peu de cordes, très peu d'épaisseur, qui va être à la fois très maniable et très rapide sur des vitesses de déplacement. Donc je dis très rapide, mais c'est par rapport à la puissance des vagues que les vagues peuvent nous apporter. Ça va être un mât qui va glisser avec très peu de puissance dans les vagues. Voilà, c'est pour ça qu'on a un peu cet échelonnage entre 75 et 95. Et c'est pour ça aussi qu'on a ces 3 tailles, ces 3 modèles, je veux dire, en 80, parce que c'est une taille vraiment ultra polyvalente, tout comme la taille 85. Je pense qu'on a fait un petit peu tout le tour sur les différents mâts, les différentes constructions, un peu les caractéristiques techniques. Donc maintenant, je pense qu'on va pouvoir commencer à répondre aux différentes questions. Je vous écoute. Première question, il y a 3 questions. Une
entre l'ancien HM et le nouveau? Le FuseLink, pour moi, je trouve que tu n'as pas assez insisté sur ta présenté, mais clairement, on a identifié il y a une optimisation des écoulements. Avant, on était sur un emboîtement, comment ça s'appelle, comme un boîtier, ça ressemblait à une espèce de mini Tuttle. Ouais. On venait s'emboîter dedans, donc c'était bien ajusté. Moi perso, je l'ai rentré au maillet et tout. Clairement, on sent une différence d'ajustement. Déjà, les vis là, ici en M8. Il y a un appui, je vais appeler un appui facial, j'ai pas les bons termes, c'est toi l'ingénieur, mais il y a vraiment un appui à plat dessus qui est vraiment rigidifié par les deux vis M8. Et donc, encore une fois, un rider expérimenté va tout de suite sentir l'apport. Ça va être moins vrai pour un débutant qui pourrait se dire je sens moins, c'est normal, il est moins expérimenté. Mais on sent vraiment de la raideur. Et il y a eu un gain en glisse. Avec Richard, on l'a tout de suite, Richard Boudia, qui fait beaucoup de downwind, on l'a tout de suite identifié, ce gain en glisse, ce gain en dynamique au pumping. Et le FuseLink, au-delà d'apporter une construction de qualité, on a de la raideur et on a de la performance. Ouais, après, sur vraiment la technique du mât sur les profils, on est sur des profils vraiment similaires entre le 85 HM Performer et le 85 HM donc, 2024. On est sur des profils très similaires. On a réépaissi un petit chouïa le profil sur les nouveaux, justement pour privilégier encore plus de contrôle et pour que ce mât accepte encore mieux les ailes de grande taille. Donc, sur la gamme précédente, on avait un mât avec deux constructions différentes. Maintenant, donc deux constructions qui apportaient des rigidités différentes. On prenait en général le mât UHM, on naviguait avec des ailes à forte envergure, comme la Pure 1100, et le mât, je dis quoi, le mât HM? Le mât UHM, où on naviguait avec les ailes à grande envergure, et le mât HM pour une pratique un peu plus sage et avec des ailes un peu plus compactes. Alors que maintenant, l'approche, elle est différente, c'est que on va procurer une rigidité énorme pour toutes les ailes, et on va plus modifier les critères donc, de glisse, parce que en fait, la géométrie du mât, les épaisseurs de profil jouent sur la glisse. J'espère qu'on a bien répondu à cette question. Super, merci. Autre question. Scotia fabrique des mâts 100% carbone sans âme. Quel est l'avantage et les inconvénients? Et pourquoi AFS ne part pas sur cette option? Alors, toute la partie au centre d'un mât ou d'une section en général va avoir de moins en moins d'impact sur la rigidité d'une pièce. Donc, quand on est vraiment au milieu du mât, on appelle ça la fibre neutre. En fait, c'est que peu importe le matériau qu'on met sur la fibre neutre, elle n'apportera pas de rigidité à la pièce. Ce qui est important, c'est de rigidifier l'extérieur des sections. Donc c'est pour ça que nous, on parle de peau extérieure, où on va jouer donc sur du haut module, du ultra module. Et au milieu, on va mettre une âme en mousse haute densité qui, elle, va retenir les mâts en cisaillement, donc retenir les deux peaux de chaque côté, éviter quand le mât il bouge, éviter que ça cisaille. Donc ça va tenir ces deux peaux tout en allégeant la structure. Parce que sinon, par exemple, le 80 HR, là, on pourrait le faire plein, mais il pèserait 3 kg de plus. Donc l'avantage d'avoir une âme, c'est d'alléger les mâts et sans avoir d'impact sur la structure. Donc c'est graduel, plus on s'écarte des peaux extérieures et moins les propriétés mécaniques sont importantes du matériau qui est en place en fait. Ok, super, merci. Autre question, un peu plus générale, la platine a-t-elle encore d'avenir ou va-t-on se diriger vers du Tuttle par exemple? La platine, elle a de l'avenir parce que par chance elle est quand même universelle.
Franchement, dans ce milieu-là où on a beaucoup il y a beaucoup de divagations, que ce soit dans les accostages des ailes, chaque marque a développé ses propres accostages, ses propres assemblages d'ailes, de mâts, de fuselage. Il y a le côté réglage qui reste encore. La platine, ça reste quand même universel. 2 rails US, là pour le coup, tout le monde est d'accord sur ça. Donc elle a beaucoup d'avenir. Par contre, le Tuttle, dans une optique de performance, voilà. va pouvoir apporter quelque chose de nouveau, surtout dans les pratiques où on a besoin d'avoir beaucoup de performance au take-off, notamment downwind. Voilà, donc sur du spécifique, oui. Maintenant, d'un point de vue navigation, pas convertible, mais je vois sur une même planche aujourd'hui, si j'y vais en subfoil, je vais avoir tendance à pouvoir, justement, ça qui est bien, je peux avancer mon foil en subfoil ou en downwind, et avec cette même planche en wing, à haut régime, je suis bien content de pouvoir le reculer et de ne pas avoir 2 boîtiers qui seraient bien plus lourds qu'une platine, quoi. Donc, voilà, c'est ça. La polyvalence du double rail US et donc du coup des platines, ça nous empêche de passer sur autre chose parce qu'en fait il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux comme assemblage de pouvoir avancer, reculer. Donc non, les gammes de mâts vont pas du tout évoluer vers des assemblages Tuttle. On aura peut-être des variantes pour la race en wing ou la race en downwind, mais ce sera pas du tout généralisé dans les gammes. Non, après pour du spécifique élitiste, faut pas fermer la porte, c'est pas impossible qu'un jour on sorte un produit vraiment 100% ultime perf. Je réfléchis en parlant, hein, mais voilà, faut pas fermer la porte. Mais aujourd'hui, il n'en est pas question aujourd'hui en termes de production ou de. Voilà. Dernière question, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais pour ceux qui n'étaient pas arrivés, le mât de la Pure 560 est-il compatible avec les Pure Fuseling type 700 ? Alors oui, on a quand même testé ce mât super fin et assez grand avec différentes tailles d'ailes jusqu'à 950. Donc c'est un mât il va quand même procurer pas mal d'appui parce qu'il a du rec. Mais avec une cale de rec, on peut l'assagir un petit peu et en fait le rendre un peu plus polyvalent pour l'utiliser avec différentes ailes comme les Pure 700. Mais après, ce sera quand même dans une optique de vitesse ou de free race. Faut garder à l'esprit que ce mât est vraiment fait pour ça. Si c'est pour aller dans les vagues, il n'y a pas d'intérêt à avoir un mât comme ça. À moins que ce soit pour aller... Non, après je vais citer un exemple. Hein. On a un copain à Audierne Julien, je ne sais pas s'il verra ce live, mais qui ne peut plus se passer aujourd'hui de son mât 97 dans les vagues. Et je pense qu'on s'habitue, chacun s'habitue, comme ceux qui sont capables de rider avec des mâts 70, il y a même eu des mâts 60 à une époque. On s'habitue à une certaine longueur, on prend du plaisir et quelqu'un qui est habitué à naviguer avec un 85, et ben forcément quand il passe sur un 75, il a moins de variantes au niveau hauteur, donc il a moins de tolérance entre guillemets. Donc encore une fois, tout est possible en changeant le rake avec une cale. On peut mettre un peu plus d'appui, un peu moins d'appui, s'orienter plus haut régime, plus bas régime. Maintenant, nous on a défini chaque mât pour voilà, tel genre de pratique, mais ça reste quand même bien tolérant en termes d'utilisation et pour tous les produits de la gamme, quoi. Ouais, carrément. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Ouais, on avait une demande de démonstration de l'accostage Fuseling avec une aile, mais je n'ai même pas d'aile sous la main. Ah. On n'a pas d'aile, mais il y a 10 000 ailes dans l'usine. Vas-y, mais est-ce qu'il y a une autre question auquel Bruno peut répondre ? Je vais aller en chercher. J'ai une autre question à répondre. Vas-y, je reviens dans 2 secondes. Le bâton de jeu est vendu en pièces détachées de la part de Cyril.
Ah là là, mon jogging. Je suis adepte du jogging. Je me fais chambrer chaque jour peut-être, mais j'assume complètement. Et blague à part, je sors de l'eau. Hein, il fait 10 degrés, nord-ouest, humide. Et c'est vrai que passer de la combi à cette époque je suis à l'eau tous les jours. Je suis à l'eau tous les jours. Faut bien savoir que c'est un confort important pour pas être frigorifié dans un jean en after session comme ça. Et dans l'usine aujourd'hui, il y a des petits courants d'air et je suis bien content d'avoir mon jogging. T'as été allé aujourd'hui, Bruno? Oui. Ah ouais. T'as testé quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on était en test. Je peux pas dire ce que je testais, mais ça avance pour 2024. On finalise les produits. Il y aura de bonnes surprises. Et on a cette chance. Hein, le sport est jeune et il y a eu un démarrage, comme tous les sports, ça démarre lentement. Le foil, hein, je suis bien passé pour en parler. Ça a démarré lentement. Et là, depuis quelques temps, ça reste un sport jeune, mais tout le monde s'y est mis. Donc, il y a une grosse émulation. Il y a plein de marques qui travaillent sur le sport. Et tout ça, ça fait que, voilà, hein, on a des nouvelles connexions, des nouvelles constructions, des nouveaux profils. On est à fond, c'est le cas de le dire, on est vraiment à fond. Ok, alors démonstration. Le petit outil AFS, Torx 35, Torx 40 et Torx 45, puisque nos vis M8 sont en Torx 45. C'est important, on a voulu garder ce Torx 45 pour ces vis-là, hein, pour pouvoir avoir le couple de serrage suffisant et sans déglinguer l'embout, parce que les Torx 30 ils sont un peu plus petits, c'est pour des vis avec des coupes de serrage un peu plus petits qui peuvent s'habiller assez facilement. Il faut faire moins de bruit parce qu'apparemment ça fait trop de bruit dans le micro, l'assemblage. Quoi? Et alors tout à l'heure j'ai parlé d'un point de vue, performance et optimisation des écoulements. Il y a un gros point positif au Fuseling, c'est la facilité à assembler aussi. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de taper au maillet pour parfaitement ajuster au montage et qui plus est au démontage. Là, c'est-à-dire qu'il y a juste à souquer les vis. Une fois qu'on les dévisse, le fuselage il sort très facilement. Et ça, c'est beaucoup de confort quand on prépare son matériel. Bon, c'est comme d'hab, hein, on visse la première vis pour venir juste en appui. Ouais, donc cette première vis là, une fois qu'on est appuyé, toc, on vient bien serrer, et celle à l'arrière, bien serrée, celle à l'avant, et voilà. Notre assemblage qui est nickel. Ça c'est avec le fuselage Evo. Voilà, qui pareil, hein, au niveau de l'accostage de l'aile avant, on a une surface vraiment optimisée. Donc on a vraiment gagné en rigidité au niveau du T, mais également au niveau de l'appui de l'aile avant ici, on sent vraiment la différence. On a vraiment un truc très raide, très efficace. J'espère que cette démo... On a été bon là, on a été très bon. Une question en tout cas. Est-ce que sur les Pure 900, 700 et peut-être Performer, il y a un accostage Fuseling qui est prévu? Non, il y a une évolution de ces gammes en fait. Donc c'est prévu pour 2024. Je ne sais pas si je dois faire du spoiler là, hein. Tu m'engueules hein, si j'ai pas le droit de parler, mais. Je suis parti. La question suivante, c'est quelle aile va avec le fuselage présenté? Toutes les ailes. Je crois que j'ai sorti un fuselage. J'ai sorti un fuselage un peu trop tôt là. Toutes les ailes 2024. Donc, pour l'instant, on a annoncé officiellement la Flyer 1800. Qui va avec le 80 HR. Ouais. Non, on l'a pas annoncé. Ah, on l'a annoncé. On l'a annoncé la semaine prochaine. On l'a annoncé la semaine prochaine. Faut pas nous confier des trucs comme ça, nous. Coupe. Donc voilà, vous avez eu droit à une petite exclue. Donc vous vous en doutez, il y aura toutes les ailes de 2024 qui iront sur cet accostage. Et donc il y aura forcément des évolutions, des nouvelles pures qui iront sur ce type d'accostage aussi. Hein. C'est pas pour rien qu'on a justement proposé toute une gamme complète de mâts pour tous les niveaux, dans toutes les tailles. Hein. Voilà. Alors oui, tais-toi. Non, mais je vais devancer parce que je sais très bien, on va sur les spots pour essayer le matos, certains sont déjà au courant, on a eu des retours et c'est naturel de ceux qui se disent bah ouais mais moi j'ai l'ancien système maintenant, il faut que je change encore.
encore une fois, quand on apporte c'est pas une innovation, c'est une évolution, c'est vraiment parce que ça en vaut la peine. Hein. C'est un petit peu la politique, hein, c'est qu'on apporte quelque chose quand vraiment ça apporte du concret, que ce soit en termes de qualité, en termes de performance, en termes de durabilité. Donc aujourd'hui, on vient avec un nouveau concept abouti, et ce serait dommage de se priver d'évoluer. C'est vrai que l'ancien accostage de mât, hein, ça faisait déjà depuis 4 ans qu'on était dessus, et on a pu donc déjà fiabiliser ce genre d'accostage, mais également on a forcément été limité, hein, que ce soit dans le design, dans les performances, par cet ancien accostage, et justement on a décidé de proposer quelque chose de nouveau et du coup de faire évoluer nos gammes. Voilà. Et vous sentirez la différence. Quelqu'un qui passera de l'ancien système au nouveau, je peux sans crainte vous le dire, vous sentirez une différence. C'est vraiment notable. La dernière question accessoire, et après on libère tout le monde. Yes. Pourquoi rester sur de la visserie Torx et pas passer sur du Sipan? Torx. Alors pourquoi tu mets pas du pan? Pourquoi tu mets pas du pan? Alors je sais pas si c'est vrai qu'il y a du Sipan sur les vis de platine. Ouais. Mais donc là c'est des vis où on va beaucoup dévisser, et le Torx c'est quand même bien plus Ça s'arrondit bien plus moins. durable. Ouais, ça s'arrondit moins. C'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus fiable en termes de pression, en termes d'utilisation, fréquence d'utilisation. La clé Sipan. Ça fait longtemps qu'il y avait de la clé Sipan, mais c'est vrai que depuis l'arrivée du foil, il y a beaucoup de marques, et nous-mêmes on a directement démarré avec le Torx, parce que même si c'était pas répandu par exemple dans le milieu du windsurf, le Torx, on était encore à serrer nos foils sur la planche ou nos ailerons avec des crucis qui foirent au bout de 10 sessions. Là, le Torx, ça permet vraiment d'avoir une durabilité dans l'empreinte, hein, de l'aile. Et là, davantage, hein, sur du Torx 45, les vis, elles durent encore plus longtemps que sur du Torx 30. Après, rien n'empêche, moi je l'ai fait une fois, je sais, de remplacer les vis par celui qui veut vraiment être... Alors ça, on ne conseille pas de on remplacer conseille les vis. on conseille pas, mais et les vis qu'on... moi je me rappelle avoir eu un jeu en Sipan, mais c'est là où ça avait commencé à s'arrondir, et le Torx avait vraiment apporte aujourd'hui la meilleure réponse en termes de durabilité, quoi qu'il arrive. Voilà. Et c'était la dernière question. C'était la dernière question, donc j'espère que... poser des questions dans les commentaires. Ouais, ok. Ouais, écoutez. J'espère qu'on a été performant. Ouais, toujours. On a mis combien de temps? 1 heure? 1 heure, ça a duré? Non. Ouais. Ça passe vite. Et qu'on a répondu à toutes vos questions. Donc merci d'avoir participé à ce live avec nous. Bah ouais, merci. Merci de Bruno. participer. Ouais. Merci Émeric. Et puis donc peut-être qu'on se retrouvera pour soit d'autres vidéos, soit d'autres lives prochainement. Ou sur les spots. Ouais, sur les spots carrément. Salut tout le monde. Ah, il y a une Bonne question? soirée. Hein? Bonne soirée à tous. Salut.